Écrivains, cinéastes, musiciens, l'écriture occupe une place centrale dans leur démarche. Des autrices et des auteurs du monde entier nous font découvrir les coulisses de leur création, la genèse de leur œuvre et comment les grandes questions politiques et culturelles de l'époque influent sur ce qu'ils ont envie de raconter. Bienvenue dans La Fabrique, un podcast Friction. Je suis Walid Ajar-Rachedi et j'ai le plaisir d'animer ce numéro de La Fabrique avec Alexia Sena, journaliste et créatrice du podcast Joyeux Bazar. Bonjour Alexia. Bonjour Walid. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Charlotte Bien-Aimée, la créatrice de Un podcast à soi pour Arte Radio qui traite des questions de société au prisme de l'égalité femmes-hommes. Un des podcasts les plus écoutés en France. Certains épisodes totalisent plus d'1 million d'écoutes et qui revient pour une 4e saison sur le thème des femmes et de la violence. Charlotte Bien-Aimée, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. On va longuement revenir sur les coulisses de la création d'un podcast à soi, évidemment. Mais avant ça, je vais laisser Alexia vous présenter, Charlotte. Merci Walid. Alors Charlotte Bien-Aimée, nous vous avons découvert un point commun avec Nicolas Sarkozy. Vous aimez les chouquettes ? Non, je rigole. Alors, ça commence bien. C'était pour mettre une bonne ambiance dès le départ. C'est pour faire monter la colère. Qui est une émotion utile. Oui. Non, alors je rigolais. Charlotte Bien-Aimée, vous êtes aujourd'hui surtout connue, on l'a dit, pour le très dense, très poignant, très instructif podcast, Un podcast à soi, à écouter sur Arte Radio. Dans ce podcast, tantôt vous discutez avec vos invités, tantôt vous donnez à entendre leur voix sur des problématiques de genre, de race, de classe, parfois les trois à la fois, parce qu'on sait que ça s'articule souvent. Vous aimez le documentaire, vous aimez le témoignage fort, qui fait souvent bam, parfois même boum, et qu'ensuite vous éclairez, vous étayez, vous mettez en perspective, souvent avec un prisme un peu plus politique. Documentariste radio, vous avez écrit et produit sur France Culture 2 émissions, Nazawiyat et Women's Power, les nouveaux féminismes, qui donnaient à découvrir des voix, des lieux, des luttes moins médiatisées que d'autres, mais qui ont, elles aussi, toute leur place dans ce féminisme pluriel que vous défendez. Mais alors, Charlotte Bien-Aimée, comment vous créez, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, comment vous créez, comment est-ce qu'on crée tour à tour de la radio, du livre, du podcast, et dans chacun de ces médias, comment est-ce qu'on orchestre les voix des autres sans les dénaturer ? Est-ce que le podcast assis sur l'intime peut non seulement informer des auditeurs et des auditrices qui sont déjà intéressés par le sujet, mais aussi, peut-être, si on le souhaite, convaincre des personnes qui n'épousent pas forcément vos idées. On a plein de questions à vous poser et on est ravis que vous soyez là. Je suis ravie aussi. Et oui, effectivement, comme le disait Alexia, vous avez plein de casquettes, productrice, documentariste, animatrice radio, créatrice de podcast, écrivaine. Donc un point commun entre tous ces rôles, c'est que vous aimez raconter des histoires, vous aimez écrire. Et donc, on a une question un peu rituelle à La Fabrique, c'est quel est votre premier souvenir d'écriture ? Alors, je réfléchis parce qu'en fait, quand on pense à écriture, on pense à mots posés sur un papier. Bien sûr. Et moi, j'ai pas du tout commencé par là. Pour moi, mon écriture, c'était le son, en fait. Ah ouais. Et pour moi, ça s'écrivait. Ça a commencé par l'écriture de montage, en fait. Mais pour moi, c'est une écriture. Bien sûr. Monter un témoignage, monter des voix. Donc, je crois que mon premier souvenir d'écriture, c'est le montage radio, en fait. C'est raconter à travers le son, à travers les émotions. Mais ça me fait tout de suite penser aussi à, si c'est mon premier souvenir d'écriture papier, on va dire, c'est le prolongement que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les féminismes monde arabe, en prolongement de Nazawiyat dont vous avez parlé. Et c'est vrai que je trouvais que ça valait le coup de prolonger ce travail-là, parce qu'en plus, dans Nazawiyat, c'est vraiment que des témoignages. Et là, j'avais envie de raconter un peu plus de manière large qu'est-ce qui se passait dans les pays que j'avais rencontrés. Pas de manière exhaustive, mais en tout cas, articuler ça à une réflexion plus globale, en fait, qui n'est pas que les témoignages. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'est apparu quand je l'ai fait, parce que moi j'ai toujours aimé le son, c'était ça mon endroit. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais un livre, en fait, moi, mon truc, c'est le son. Et en fait, en retranscrivant les témoignages, il y a un truc fort qui est apparu d'ancrage, en fait, de fait que les mots, en fait, se posaient sur le papier, et ça donnait encore une autre couleur, en fait, au témoignage, et ça apportait autre chose
y a des choses qui sont apparues différemment à l'écrit. Alors moi, j'avais les voix en tête quand je retranscrivais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fixe en fait. Et du coup, je verrais un peu les deux. Mon premier souvenir, c'est le son, et mon premier souvenir d'écriture, c'est après le son. Et là, je suis en train de préparer un livre aussi en prolongement du podcast, et ça me fait la même chose que souvent, je me dis, mais pourquoi faire ce livre-là ? Ça va apporter quoi de plus ? Je veux dire, et en fait, il y a des choses qui je sais pas, qui s'inscrivent dans l'écriture comme si c'était fixé, alors qu'en fait le podcast on peut l'écouter à jamais parce que c'est infini. C'est patrimonial. Et puis dire que c'est éphémère, c'est pas vrai parce qu'on peut les réécouter, mais il y a quand même quelque chose qui se passe en passant par l'écrit en fait. C'est assez, j'arrive même pas à le définir en fait. Je pense que c'est un truc de fixation quoi. Je sais pas, d'ancrage. Mais j'imagine qu'il y a eu quand même à un moment donné peut-être une sorte de déclic. Alors souvent quand on reçoit des auteurs et notamment des écrivains, des écrivaines, bon, il y a l'adolescence, le carnet, le journal, des lectures. Vous, quelle a été un peu l'impulsion première, ce truc à un moment donné où vous vous êtes dit tiens, cet objet-là, le son, raconter des histoires, ce truc-là est vraiment ce qui me saisit. Je pense que j'y ai souvent pensé parce que je me dis comment ça c'est. J'ai très vite, quand j'ai voulu faire du journalisme au départ, voulu faire de la radio et très vite j'ai voulu faire du documentaire. J'ai jamais voulu faire du journalisme news et même dans l'école de journalisme où j'étais, il y avait une formation documentaire radio. J'étais très heureuse de ça. Et avant ça, j'étais aussi à Radio Campus et j'avais fait des petites formations de documentaire radio avec Christophe Deleu que j'ai retrouvé après à l'école de journalisme et à France Culture. Et du coup, j'ai souvent pensé, mais pourquoi Et en fait, maintenant, je sais. Je crois qu'il y a deux choses. C'est que j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais plus jeune. On appelle ça tiers-temps musical. Maintenant, c'est CHAM. Le matin, j'allais à l'école. L'après-midi, j'allais au conservatoire. J'ai la grande chance de faire ça. Je pense que du coup, le rapport au rythme, au son, à la musique, ça a dû quand même... Enfin, ça a été... j'ai appris à lire en même temps que j'ai appris les notes, en fait. Donc, je pense que ça m'a déjà beaucoup portée. Et surtout, je pense que c'est vraiment ma grand-mère, en fait, parce que j'avais un de mes premiers documentaires radio, ça s'appelait Mémé Radio, sur Arte Radio, où je l'ai fait. Donc, ma grand-mère était aveugle, et en fait, elle racontait ses histoires, sa vie, sur des cassettes audio. Et elle galérait avec les petits appareils, vous savez, play, machin. Donc, oui, avec toutes les touches. Les touches qui marchent pas, puis elle s'énervait, etc. Ça n'allait pas, et le bruit de fond sur la cassette, ça n'allait pas, et tout ça. Et du coup, ça, depuis longtemps, on écoutait avec ma sœur les cassettes parce qu'elle raconte hyper bien. C'est pas du tout, je sais pas, un peu... Donc c'est héréditaire alors. Voilà, c'est ça. Et du coup, je pense que ça m'a bercé, l'écoute de ces cassettes. Et nous, quand on était petites, avec mes cousins, cousines et ma sœur, on lui faisait des cassettes tous les ans. Où on chantait, on racontait notre vie, on faisait des blagues, c'était absolument horrible, mais elle adorait ça et c'était son cadeau de Noël en fait. On en a fait, je sais pas, pendant 10 ans comme ça et on échangeait ça quoi. Et donc moi, c'est ça, enfin c'est ma grand-mère quoi. Je pense que c'est pas anodin quoi. Et c'est beau aussi, alors, rétrospectivement, parce que je l'ai compris tard. Alors pour moi c'était en moi, mais maintenant je me dis mais c'est ça en fait. Quand on me pose cette question-là, je veux répondre ça parce que c'est ça en fait. Et en plus le fait que mon premier documentaire radio c'était sur elle, du coup, qui raconte son processus de création, ça a aussi un sens, quoi. Et là, elle est décédée cette année, ça a été extrêmement douloureux, elle me manque énormément. Et pendant son enterrement, par exemple, j'ai passé un extrait de Mémé Radio. Et c'était, il y a des gens qui l'avaient déjà écouté et d'autres non, mais d'avoir sa voix qui racontait pourquoi, c'était hyper beau, quoi. Et ça, c'est encore renforcé mon truc le son, c'est irremplaçable, quoi. Il y avait vraiment, elle était là, quoi. Elle était avec nous, donc c'était beau. Donc, moi, je pense que le son, le documentaire, c'est ma grand-mère. D'accord. Écoutez, une grande pensée pour elle. Et justement, quand on est documentariste radio, qu'est-ce qu'on apprend sur la manière de raconter des histoires ? Vous parliez de cette école-là, qu'est-ce qu'on apprend là-dedans ? Je pense que c'est vraiment un exercice particulier. Moi, je dirais toujours que je pense que j'ai été formée... déjà, j'avais cette envie-là. Je pense qu'il y a vraiment un endroit, en fait, on ne va pas rechercher une information, on a envie de partager des histoires, on a envie de faire éclore des histoires, des moments de vie, et ça, je l'ai toujours eu. Je pense que c'est aussi mon histoire familiale, une famille quand même très engagée...
Bon, voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même déjà un endroit que j'avais. Mais après, ma formation, je l'ai vraiment faite au fil du temps, au pied sur terre, en fait. Là, j'ai fait beaucoup d'émissions au pied sur terre. Donc, c'était à l'époque... Ça a un peu changé maintenant, mais à l'époque, c'était des portraits sans commentaires. Et j'ai vraiment appris, là... j'ai testé aussi avec Sonia Kronlund. Je crois que ça se fait. En fait, il faut beaucoup faire parce qu'en fait, il faut réussir à trouver comment tirer un fil, en fait. Parce qu'on peut très bien passer... Il y a un magnifique personnage et on peut passer à côté en fait, et c'est ce que je me souviens au début, je notais en fait tous les trucs que j'avais oublié de demander, et en fait l'idée c'est de réussir à tirer le fil d'une histoire qui va sortir, quoi. C'est pas juste raconter sa vie, c'est parce que sortir des émotions, savoir ce que nous on recherche aussi, et je pense que le résumé de tout ça, c'est l'écoute, quoi. C'est être vraiment pleinement dans l'écoute de la personne qu'on rencontre et pas être en train de chercher à dire ce qu'on a à dire ou on l'a en tête, tout ça. Pas l'utiliser comme un véhicule pour un message. Voilà, l'avoir en soi, mais être pleinement avec l'autre, en fait. Et d'ailleurs, du coup, c'est pas étonnant aussi que ça marche pour le féminisme, parce que c'est ça. Il faut qu'on soit dans l'écoute complète, en fait, des femmes notamment, mais aussi sur la question de... Bon, on y reviendra peut-être plus tard. Mais du coup, oui, voilà, je dirais que cette posture de documentariste, c'est vraiment l'écoute et l'entraînement à réussir à tirer des fils jusqu'au bout, voilà, à trouver ce qui va être au cœur d'une histoire. Et quelque chose qu'on entend effectivement souvent chez les féministes, c'est l'intime, c'est politique. Et pourquoi le podcast en particulier est un médium qui est parfait pour ça? Pourquoi spécialement ce médium-là? Et même, on irait plus loin, c'est quoi pour vous un bon podcast, du coup? Sur l'intime et le politique, je pense, pour moi, c'est vraiment le son qui est parfait pour le féminisme, parce que d'une part, il y a le truc qu'on est libéré de l'image, bon, ça c'est sûr, mais je pense que ça, à mon avis, c'est dû à la question des émotions, en fait. Enfin, ça nous rentre directement dans le corps, enfin, on est vraiment avec le son, on est plongé avec soi-même, en fait, et du coup ça peut aussi parler au sens, en fait. Moi c'est ce que je voulais, enfin, dans le podcast, c'était provoquer des émotions, en fait. Je pense souvent à ça, parce que Annie Ernaux, par exemple, elle disait justement qu'elle voulait pas, dans ses livres, elle voulait justement, je crois qu'elle parle de écrire au couteau, de se séparer des émotions, justement, pour pouvoir dire, et j'entends, et moi, en fait, c'est peut-être l'inverse. Je voulais utiliser les émotions. Et je pense que les émotions, elles passent beaucoup par le son, parce que c'est un sens quand même très charnel, quoi. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre du charnel. Et du coup, on peut partir de l'intime pour pouvoir comprendre le politique, en fait. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un aller-retour comme ça qui est permis par le son, quoi, vraiment. Et après, je pense par la forme aussi, le podcast, enfin, je vous dis tout à l'heure, c'est ça que j'ai voulu faire, en fait. C'est l'intime et le politique. Et pour moi, par exemple, la parole un témoignage, comme on dit, d'ailleurs je suis pas très fan de ce mot-là, mais bon, une parole un témoignage, pour moi, n'a autant d'importance que la parole d'une chercheuse, et la parole d'une chercheuse peut être source d'émotion aussi, hein. J'ai pensé à ça dans le dernier podcast, par exemple, où il y a une chercheuse qui s'est mise à pleurer en parlant d'un souvenir de recherche sociologique en prison. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui est en train de... C'est ce que j'ai toujours voulu faire, mais il y a un truc qui bascule aussi, parce que je pense qu'on se connaît de plus en plus aussi, les gens connaissent mon travail, et donc c'est en train de se glisser, et inversement, des témoignages où les personnes aussi conscientisent, qui ne sont pas forcément féministes, mais qui conscientisent beaucoup les rapports de domination, etc., parce qu'on parle, on avance. Et moi, c'est exactement ça que je trouve important, c'est que tout est source d'émotion, et source de savoir. On peut avoir un témoignage qui est source de savoir, et qui est aussi important qu'une réflexion sociologique, quoi. Et du coup, je pense que tout ça, je pense que c'est la forme aussi qui permet, et puis ce tressage, en fait, aussi très serré en radio, qu'on peut moins faire en image, parce qu'il y a beaucoup plus de paramètres à respecter, la lumière, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et donc ça, le tressage très très serré, je pense, permet de rendre de mélanger cet intime et ce politique, en fait. Donc il y a à la fois le son, et je pense qu'il y a à la fois la forme. Bon, puis après, il y a aussi les textes littéraires, qui pour moi ont autant d'importance aussi. C'est ce que j'essaie de toujours faire, et c'est pas forcément évident, mais de toujours faire en sorte que tout soit à la même importance, quoi, qu'il n'y ait pas de surplomb, qu'il n'y ait pas d'explication sur ce qu'on vient d'entendre. C'est juste chacune et chacun amène sa réflexion pour avancer, en fait, dans la réflexion plus globale, quoi. Et ça, pour moi, c'est un outil parfait, en fait, pour le féminisme, quoi. Vous disiez juste avant que vous n'aimiez pas le mot témoignage. Qu'est-ce qui vous dérange, en fait, dans ce mot-là?
Je crois que c'est parce que c'est pas le mot en soi, je crois qu'il est chargé de... je crois que c'est parce que j'ai en tête comment on l'utilise dans le journalisme, par exemple. Alors, il y a quelqu'un qui va parler de sa vie personnelle, et puis après, il va y avoir quelqu'un qui va expliquer, en fait, ce que la personne vient de dire avec son parcours à soi, en fait. Et du coup, il y a quelque chose de surplombant, en fait. Et du coup, témoignage, c'est chargé de ça, je trouve. C'est bon. Il y a les gens qui racontent un peu leur vie, quoi. Et après, il y a les gens qui savent. En gros, il y a les sujets et les acteurs, quoi. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que... En même temps, je vais pas trouver d'autres mots, parce que c'est ça. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais c'est parce que c'est chargé de ça que ça me dérange. Et que du coup, j'ai envie de dire, oui, et pareil, le truc des anonymes, quoi. Moi, je l'ai utilisé, j'utilise aussi, hein, mais les gens, ils sont pas anonymes, ils sont, je sais pas, invisibles. C'est pas des personnages publics. Voilà, c'est ça. Et anonymes de quoi, en fait? Pour qui ils sont anonymes? Enfin, je veux dire, ils sont pas... Enfin, donc, c'est ça, en fait, d'essayer de revoir... en fait, faire en sorte que les paroles de chacune et chacun, quel que soit l'endroit, sont source de savoir, en fait. Et même un récit très personnel, ça rejoint l'intime et le politique. Un récit très, très, très personnel est source de savoir, d'expérience, et tout aussi important que voilà, une sociologue qui a fait un travail sur la même thématique. Mais je crois que ça rejoint aussi la question des luttes intersectionnelles, féministes, etc. C'est que il faut partir de nos expériences sont politiques, en fait. Donc, elles ont autant d'importance que des analyses, et ça aussi, ça permet de revoir aussi les points de vue situés, parce que qui est-ce qui peut faire des analyses sociologiques, qu'est-ce qui a le droit de parler en son nom propre, ou alors pour faire une analyse, enfin voilà, je pense que c'est tout ça que j'ai envie de, c'est pour ça, c'est tout ça qu'il y a derrière le mot témoignage qui me gêne. Si on creuse un peu plus cette question de l'intime et du politique, vous parliez de tressage, je rebondis sur ce que vous venez de dire aussi, faire entendre plusieurs voix, faire comprendre qu'elles ont toutes une valeur, même si elles apportent des éclairages différents, et ensuite on tresse le tout pour donner quelque chose de cohérent et quelque chose qui sera instructif, qui parlera au cerveau ou à des émotions, mais que ce soit cohérent. Comment est-ce que vous tressez ça? Vous expliquiez donc on l'a dit, hein, il y a vos anecdotes personnelles, votre propre récit, cet intime que vous posez. Il y a les témoignages, on utilise ce terme-là à défaut d'en avoir trouvé un autre. Les analyses d'experts, alors de sachants, même si on l'a dit, hein, toutes et tous sachants. Et puis il y a tous les textes plus littéraires, plus poétiques. Comment est-ce que vous tressez ça pour arriver à une composition qui vous convienne et qui fasse sens en fait à nos oreilles aussi? Je crois qu'il y a d'abord, j'ai par exemple une thématique que j'ai envie d'aborder, et j'ai un truc un peu large. Encore une fois, je ne vais pas chercher exactement quelque chose de précis, mais j'ai quand même, je lis plusieurs livres, des articles, je lis beaucoup d'articles de chercheuses et chercheurs, voilà, pour m'imprégner un peu du sujet, voir les problématiques. Bon, j'ai aussi, moi, au fil du temps aussi, il y a des choses que je sais qui seraient intéressantes de creuser, etc. Donc j'ai un peu un espèce de grand truc un peu large sur ce que j'ai envie de faire, et puis après je cherche les personnes qui pourraient être voilà, je lance oui, je recherche à la fois les personnes qui pourraient témoigner, les personnes qui pourraient apporter leurs analyses théoriques, etc. En fait, j'ai du mal à... c'est pas facile, en fait, de parler parce que c'est assez instinct... Enfin, je sais pas... Mais il y a un côté autoral, finalement. Comment ? Il y a un côté autoral, finalement. C'est l'auteur qui va... Il y a une composition. Oui, c'est une composition, ouais. En fait, la création, ça apparaît vraiment... Il y a plusieurs étapes, et chaque étape fait avancer le tressage, en fait, parce que... Et ça se réduit, en fait. Au début, c'est un truc large, et puis, en fait, après, je me laisse aussi surprendre... Moi, j'appelle énormément de gens. Enfin, je vais pas dire, cette personne-là, elle coche les cases. Par exemple, s'il y a une personne, son histoire est formidable, mais que dans la façon de raconter, il y a un truc, je sens qu'il n'y a pas une émotion particulière, ou il n'y a pas des mots, je ne vais pas forcément aller enregistrer cette personne-là, en fait. Je crois qu'il y a ça aussi, il y a un énorme travail de choix, en fait. Et pareil pour les chercheuses, d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui sont formidables à l'écrit, et en fait, il y a un truc à l'oral qui, c'est pas grave, en fait. C'est pas des bons clients. Voilà. Mais...
Oui, alors voilà, ça c'est mon bon client aussi, pareil. Je fais la provocation je sais. c'est un mot qu'on utilise souvent. Mais parce qu'en fait, c'est vrai, il ne faut pas se cacher, il y a ça en fait. Mais par exemple, je pense qu'on n'a pas le même... le bon client en news, c'est pas la même chose que le bon client pour mon documentaire. Et en plus, j'aime pas le mot client et tout. Bon, bref. Mais en fait, en tout cas, la personne... Moi, je suis vraiment attachée à la façon dont elles vont raconter leur histoire. Et donc, j'appelle beaucoup de gens au téléphone avant. Je sais pas, souvent, c'est 10, 15 personnes. Et je choisis après lesquelles je vais rencontrer. Et parfois, je me laisse surprendre où je pensais pas aller sur une piste particulière, mais dans la recherche du coup des témoignages, et pareil, les chercheuses, je sais pas, qui vont me dire, mais attends, en fait, en ce moment, je suis en train de travailler là-dessus, alors qu'en fait, elle n'a rien sorti encore, donc je ne savais pas. Et du coup, par exemple, c'est une première étape de réorientation de comment je vais le tresser, parce qu'en fait, je me dis, ouais, mais ça, c'est formidable, donc en fait, je vais pas faire ce que je pensais, je vais faire ça. Enfin, je me laisse... je veux partir bon, déjà je pars des témoignages. Enfin, pour moi c'est vraiment c'est ça le point de départ. Okay. Pour moi c'est les paroles intimes. Enfin, pour moi c'est ça qui guide tout en fait. Après les chercheuses, ça va venir à faire avancer la réflexion. Mais encore une fois, c'est pas expliquer ce qu'on vient d'entendre, mais en tout cas ça vient apporter une pierre en plus. Mais pour moi c'est vraiment les témoignages qui guident. Et après il y a les textes. Donc là je travaille aussi en collaboration avec Juliette Hamon avec qui je dis un peu, bon voilà, j'en suis à ça, je sais que je vais avoir besoin d'un texte à peu près là-dessus, donc elle fait une recherche, et au fil du temps aussi, elle a aussi commencé à avoir une patte en fait pour rechercher des choses voilà, poétiques, enfin on s'est rendu compte, au début c'est moi qui le faisais, mais c'était un travail tellement énorme que voilà, du coup là on est à deux. Et en fait, on voit qu'on part de plus en plus vers la poésie, vers des choses beaucoup plus symboliques, etc. Et du coup, ça, voilà, par exemple, mais ça, je le dis, j'ai déjà commencé un peu le montage parce que des fois, je pense que ça va aller sur telle piste et que je vais avoir besoin d'un texte, je sais pas, sur, la colère, alors qu'en fait, finalement, je vais pas arrêter le témoignage là, je vais l'arrêter ailleurs parce que dans le montage, donc ça, c'est encore une autre étape, c'est qu'au fil du montage, en fait, il y a des choses que je trouvais magnifiques qu'en fait, je garde pas, ou inversement, je trouvais moyennes et en fait, je les garde parce qu'en fait, ça fait un bon lien ça marche avec la parole d'une chercheuse qui, en fait, est partie sur un truc, alors je pensais pas. Donc, il y a vraiment plusieurs moments de réécriture, enfin le processus de création, il se fait vraiment à plusieurs étapes. Ouais. Le choix, en fait, voilà, c'est ça. Et du coup, beaucoup au montage quand même, parce que y a le choix au départ. Je pense que ce qui est très important, c'est ça, c'est le choix des témoignages, des personnes que je vais enregistrer. Pour moi, c'est le plus important. Et après, je pense c'est vraiment aussi au montage, quoi. Il y a des textes que je pense magnifiques que je pensais utiliser, et en fait, ça marche pas. Et c'est toujours de voir. Voilà, je veux que ça résonne sans que ce soit répétitif, donc je veux que ça avance dans la progression. Ça, il y a quand même un gros... au montage, tout peut changer aussi, en fait. Ça pose la question du temps. Combien de temps vous passez à écrire un épisode de toutes les recherches, plus, j'imagine ça un peu, c'est peut-être pas du tout comme ça que ça se passe, mais vous savez, dans les films, les enquêtes, le gars, il a son grand tableau avec tous les éléments, donc là, j'ai lu tel article, voilà. Je sais pas si ça prend la forme d'un grand tableau chez vous, mais en tout cas, j'ai lu tel article, telle idée, je veux la développer, telle personne, elle serait géniale, tout ce travail-là, jusqu'au pré-montage, au pluriel, parce que c'est itératif, jusqu'au pré-montage ensuite, qui vont probablement être finalisés par quelqu'un d'autre. Combien de temps vous passez pour faire un épisode d'un podcast à soi, par exemple ? Ouais, j'ai un peu de mal parce qu'en fait, il y a des émissions que j'ai en tête ou que j'ai commencé à lancer il y a longtemps, qui se mélangent à... Mais bon, on va dire... de toute façon, je suis obligée, c'est tous les mois, donc on va dire un mois, en fait. Mais... Pour moi, c'est beaucoup plus parce qu'en fait, par exemple, je prépare 2 émissions sur les seins. Et je suis en train déjà de lancer les recherches pour les témoignages. Je vais attendre l'été que les gens puissent par exemple, en temps de chercher les recherches, que les gens me renvoient leurs coordonnées. Je donne des trucs très techniques, mais voilà. Oui, mais je pense que Walid et moi, on voit très bien de quoi vous voulez parler. C'est bien que les auditeurs et les auditrices entendent ça aussi. D'attendre qu'ils reviennent, les appeler pour voir la personne avec qui on a envie de faire la rencontre. Bon, ça commence maintenant. Alors que je vais commencer l'enregistrement en novembre. Bon, mais en fait, si je pourrais dire un mois. Enfin, en gros, les trucs que je sais, c'est que j'ai besoin de 7 jours de montage. Voilà. Souvent, j'ai 3 à 4 jours d'enregistrement. Après, il y a l'enregistrement des textes, qui me prend, je sais pas, une demi-journée, quoi. Enfin, ou moins. Maintenant, c'est moins, mais 2 heures. Et après, on a 3 jours de mixage.
Donc en fait, préparation, enregistrement, montage, mixage, oui, c'est un mois, quoi. Mais sauf que la préparation, elle commence bien avant. C'est parce que ça, c'est de la prod pure, en fait. Voilà. C'est la production pure, là. Ouais. Oui, c'est pas l'élaboration. Voilà. Ici, on commence beaucoup à écrire dans sa tête. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est que c'est vraiment quand je dis oui, c'est au moment, par exemple, je commence à appeler les gens. Donc ça, à partir de là, ça fait au podcast, ça fait un mois. Mais avant d'appeler les gens, il y a la recherche. Et ça, je ne compte pas dans le mois. Voilà. Ça, c'est vraiment plus. Mais je crois qu'il y a aussi des choses qui se font de manière de plus en plus fluide parce que il y a aussi maintenant une émission en appelle une autre, une personne va parler d'une autre. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de c'est beaucoup plus facile de trouver les témoignages. J'ai d'autres choses aussi qui se mettent en place. Enfin, donc c'est pas comme si c'était à chaque fois. C'est toujours à chaque fois un nouveau sujet, mais ça c'est plus rapidement, quoi. Dans ce travail dans ces étapes de prod dont vous avez parlé, une dont on parle peut-être un peu moins, mais qui est pourtant très présente à l'oreille aussi, c'est la musique. Comment est-ce que vous travaillez avec Samuel Hirsch, notamment chez Arte Radio Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce que il reçoit un montage ou un pré-montage et il vous propose des choses? Est-ce qu'il l'aimait et vous lui faites confiance? Comment ça fonctionne? Oui, donc quand j'arrive avec lui, on va dire... C'est pas toujours ça, mais on va dire j'ai 1h30, 1h15, quoi. Donc j'ai vraiment fait le montage, quoi. Tout est là. D'accord. Mais avec lui, on réécoute. Et déjà, le fait rien que de réécouter à deux, moi, il y a des choses qui m'apparaissaient pas toute seule. Et puis lui, il va dire, attends, peut-être qu'on va donc on recoupe un peu. Parfois, on change. Là, par exemple, ce qui s'est passé, moi, je voyais plus rien. Et du coup, juste 2-3 mots, il fait, attends, on va inverser, on va commencer par ça. Je dis, oui, c'est vrai. Donc, on peut réorganiser. Et voilà, après, on se fait une réécoute. On parlait aussi beaucoup des ambiances, où on les met, etc. Et lui, après, il pose les ambiances. Et c'est lui qui compose la musique. Et lui... L'autre fois, il disait j'ai entendu qu'il disait qu'il était très rap années 90, que c'est une influence. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais après, pour un podcast à soi, je trouve qu'il y a quand même... c'est pour ça que ça marche, c'est qu'il y a une couleur, en fait, qui... Enfin... on n'a pas trop on se parle plus en fait. Je sais pas. Moi si par exemple je vais lui dire là je sens qu'on a besoin de ça ou parfois il fait les musiques ensuite et moi je réécoute avec les musiques et je lui dis là ça marche trop bien ou des fois je dis non là en fait ça fonctionne pas et du coup il réécrit une autre musique parce que lui il avait vu un truc mais en fait je sens que c'est hyper important, c'est pas du tout de l'illustration en fait parce que la musique si ça peut dire autre chose complètement, ça peut dramatiser un truc qu'il faudrait justement laisser léger. Ça peut faire l'inverse, rendre léger quelque chose qui a besoin d'être plus profond. Enfin, c'est vraiment pas juste pour faire des pauses musicales, quoi. C'est un accompagnement aussi en termes d'émotion, en termes de compréhension aussi des propos. Enfin, il donnait comme exemple ça l'autre jour à la Maison de la Poésie, mais c'est l'inceste, par exemple, où il avait dit, moi, je ne vais pas commencer à faire une... Et donc, il voulait un truc très brut. Et au début, je me dis, oui, en fait, pourquoi pas? Et en fait, ça n'a pas marché du tout parce que ça a renforcé la difficulté. Enfin, c'était déjà très, très difficile. Et au contraire, j'ai dit, non, là, tu vois, par exemple, il faut un truc enveloppant. Enfin, il ne s'agit pas de dire, mettre des choses très gaies, etc. Mais il fallait un truc enveloppant, voilà, comme pour penser les blessures. Oui, enfin, voilà. Et du coup, rassurer, etc. Sans que ce soit non plus trop gai. Donc vraiment, c'est vraiment un aller-retour. Mais maintenant, vraiment, c'est rare que... Oui, vous avez pris le pli tous les deux, quoi. Et en fait, lui, je sais ce qu'il travaille, c'est qu'il écoute les textes. Et il compose en même temps, en fait. Il se laisse porter par les mots, et il y a des couleurs, en fait... qui lui viennent, je pense, c'est pas le même travail, par exemple, qu'à Radio France, où il y a une banque, enfin voilà, ils peuvent utiliser n'importe quelle musique, où je pense qu'ils vont se dire, là, ça serait bien quelque chose de l'ordre de ça, et puis ils vont aller rechercher dans tout ce qui existe. Lui, comme il compose, c'est vraiment, et je pense, du coup, ça passe aussi par le corps, encore une fois, c'est que il compose en même temps qu'il réécoute le texte, donc c'est vraiment un truc qui arrive avec les mots, en fait. C'est pas, il va pas chercher quelque chose, je pense. Bon, et après, des fois, il y a voilà, on revoit, et puis moi des fois j'ai des idées aussi, je me dis là il faudrait un truc un peu plus lumineux, ou est-ce que tu veux pas changer de machin, mais c'est quand fluide, même en tout cas, manifestement. Comment je dis c'est fluide en tout cas. Oui, c'est fluide, c'est très fluide entre vous. Oui. Sur cette question de l'intime et du politique,
un point qui me paraît important, et vous avez un peu effleuré là en parlant des musiques, quand on parle de sujets qui sont très lourds parfois, quand on parle d'inceste, quand on parle de la prison, comment est-ce que vous préservez votre santé mentale, si je peux dire ça comme ça? Comment est-ce qu'on garde la bonne distance entre vous mettez de vous, beaucoup dans les épisodes, vous l'avez dit, vous allez peut-être mettre encore un peu plus. Comment est-ce qu'on fait ça et en même temps on se préserve, ne serait-ce que pour garder la posture, pour écouter l'autre, écouter le témoignage, faire tout ce travail dont vous avez parlé, il faut être un petit peu en dehors. Comment est-ce que vous arrivez à préserver votre santé mentale sur des sujets aussi lourds parfois? Ouais, je crois que ça, je l'ai toujours. Je pense que c'est assez. Je me demande si c'est pas dû à. En tout cas, au moment du tournage, c'est dû à une posture d'écoute. Je pense que si on est complètement dans l'écoute, il s'agit pas de dire qu'on est en retrait, mais on est dans un truc d'accueillir. Mais je sais pas comment dire. Oui, je peux pas dire que je prends des distances parce que c'est pas vrai, mais je crois que je suis pleinement dans le travail en fait. Du coup, je cherche, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir être entendable, quelles questions j'ai envie de lui poser pour qu'elle prolonge, par exemple sur la question de l'inceste, jusqu'où on va, comment elle se sent. Enfin, donc je crois que c'est ça, c'est pas une distance que je mets, c'est que ça se fait parce que je suis en travail, en processus de recueil de témoignages, tout ça, donc ça se fait automatiquement. Après, bon, par exemple, l'inceste, vraiment, ça a été difficile, quoi. Enfin, parce qu'en plus, pour moi, c'est le cœur, je veux dire, c'est le nœud, quoi. Enfin, et puis, on est loin d'avoir avancé. J'arrive jamais à répondre à ces questions parce qu'en fait, j'y arrive pas très bien, en fait, à préserver ma santé mentale. Je crois que c'est ça qui me permet de préserver, c'est que c'est la colère, je pense, ou l'engagement. C'est ça qui me préserve, je pense. C'est que je me dis, je fais pas ça pour rien. Ça peut porter, j'espère. Et du coup, je pense que c'est là que ça. Mais je pense qu'il y a eu des moments. Je suis en plein dans ces réflexions-là aussi par rapport à la dépression, etc. Et ça fait longtemps que je travaille ça aussi, c'est que le travail était tellement énorme et puis me parlait tellement que c'est quand même un travail. Et du coup, où on met de soi et du coup, comment ça t'atteint aussi. Et je me suis rendu compte que c'était... Mais depuis toujours, même avant un podcast à soi, en fait, j'ai tellement mis de moi et du coup, je me réalise là-dedans. Et je pense qu'il y a des endroits à trouver, en fait, sinon on risque de se perdre, quoi. Mais c'est tellement... c'est du travail et en même temps c'est tellement c'est moi, enfin en fait du coup c'est compliqué, c'est comme si on demandait à un écrivain d'arrêter à la page 100 parce que ça va trop nous marquer. Enfin je pense que je commence à assumer le fait que c'est de la création en fait, encore une fois, et que du coup tous les jours, je veux dire, je me couche, j'y pense, et pas forcément au podcast, mais voilà, comme tu dis, on a toujours en tête des choses, là j'ai des envies vraiment d'écriture. Et donc, voilà, mais je pense que voilà, ce qui me préserve, c'est l'engagement, à mon avis, et la colère, en fait. Le fait qu'on ne peut pas continuer sans que des mots soient mis. Toute la parole de ces femmes, c'est une force énorme aussi, en fait. Donc, oui, c'est douloureux, mais en même temps, c'est tellement beau, quoi. Et ce qui se passe, c'est... que du coup, oui, c'est dur, oui, ça fait mal, et en même temps, ça nous donne tellement de force aussi de se retrouver, de rencontrer toutes ces femmes, d'aller partout en France pour voir tout ça, d'élaborer les théories, de se rencontrer. Enfin, il y a tellement de choses qui se passent là, depuis 3 à 4 ans que je pense que c'est ça qui me permet de pas plonger. Bon, l'inceste, c'était quand même difficile. Est-ce que ce podcast, même en supposant qu'on parte de cette intention de pédagogie, est-ce qu'on n'est pas en train de... Est-ce qu'on ne reste pas dans une forme d'entre-soi, c'est-à-dire que vous vous adressez à des personnes, des femmes et des hommes, qui sont déjà à minima un peu sensibilisés sur le sujet, un petit peu ouverts, en tout cas suffisamment pour se dire tiens, je vais écouter cet épisode parce qu'on me l'a envoyé ou parce que je connais déjà, mais je vais écouter au moins 10 minutes et plus si ça me plaît. Est-ce qu'on n'est pas dans une forme d'entre-soi où finalement on s'adresse à ces gens-là qui sont déjà ouverts à nos idées? Et est-ce que ce podcast, même en y mettant du témoignage, de l'émotion, parce que la voix est un vecteur magnifique pour ça, tous ces contrepoints littéraires, musicaux, poétiques, etc., est-ce qu'il ne reste pas... est-ce qu'il est capable d'aller chercher finalement une
des gens qui ne sont pas déjà un peu ouverts à vos idées. Est-ce qu'il est capable de faire le pont ? Alors, le truc, c'est dur parce qu'on ne sait pas exactement qui écoute, mais il y a plusieurs choses qui me font penser à ça. C'est que, par exemple, là, dans les derniers, le dernier que j'ai enregistré hier, justement, je m'adresse de plus en plus aux gens et du coup, et donc là, le truc du podcast aussi de communauté, en fait, qui arrive, où je leur adresse, ou alors la dernière, j'ai pas voulu ça, c'est juste que je dis, est-ce que vous vous sentez enfermés, vous aussi ? Donc là, ça veut dire que je parle à des gens qui écoutent déjà le podcast depuis longtemps. Je me dis, mais quelqu'un qui découvre le podcast, qui écoute cet épisode-là, est-ce qu'il va comprendre pourquoi Et en même temps, je me dis, oui, mais on va pas refaire l'histoire à chaque fois, et il faut bien... Donc, il y a un truc quand même de communauté, et du coup, je pensais à ça, je dis, ouais, mais du coup, là... Ça veut dire que tu t'adresses à des gens qui déjà écoutent le podcast d'une part et l'écoutent depuis longtemps. Et en même temps, je me dis, c'est beau aussi parce que du coup, il y a un truc d'intimité. Bien là, sûr. c'est vraiment le podcast de... La création d'une communauté. Voilà, et de complicité qui est chouette. Et en même temps, en l'écrivant, je me dis, ouais, mais du coup, là, il y a un autre truc qui se passe. C'est quoi, en fait, le but ? Parce que ça sort un peu, justement, de, en fait, quelqu'un qui écoute le premier et qui va écouter, je sais pas, les femmes violentes. Est-ce qu'il va comprendre quelque chose ? Et en même temps... je me dis, non, en fait, il faut aller dans ce qu'on sent, etc. Donc ça, je me suis posé cette question-là. Après, sur la question de le truc, oui, l'entre-soi, moi, il y a plus que l'entre-soi, je pense que j'ai peur de l'élitisme, en fait, parce que, mais malgré toutes les bonnes intentions, bon, c'est quand même... élitiste, je sais pas si on peut dire élitiste, parce que quand même, le souci de pédagogie, à mon avis, j'espère, je mets tout ce que je peux pour que ça soit justement compréhensible par toutes et tous. Mais je veux dire, on va pas se cacher non plus. C'est un podcast qui dure 1 heure, avec des trucs quand même, des élaborations. Oui, bien sûr. Mais après, je me dis, on va aussi assumer ça, parce qu'en fait, sinon, on n'avancera jamais. Donc, peut-être qu'il y a d'autres podcasts qui vont permettre d'autres choses ou d'autres façons de... Voilà. Après, sur l'entre-soi, c'est ce que je pensais au début. Et sincèrement, j'ai l'impression qu'on a complètement dépassé 1 million d'écoutes, on est un peu, voilà, on est un peu de la l'entre-soi. Et moi, je le sens par les retours des auditrices et des auditeurs. Au début, c'était vraiment le cercle déjà conscientisé. Alors, je parle pas en termes de... Peut-être pas de classe et encore, mais je parle en termes de conscientisation féministe. Avant, c'était vraiment les milieux féministes. Après, c'est ouvert aux milieux intéressés par le féminisme. C'est ouvert aux gens qui ne connaissaient pas et qui, grâce à ça, se sont rendus compte de choses. Et alors là, c'est plus du tout ça, quoi. Moi, j'ai des gens qui m'écrivent de partout et qui me disent, c'est grâce au podcast, j'ai compris le féminisme. Et en plus, ma vie a changé, en fait. Oui, ça a été une porte d'entrée vraiment, de transformation. Alors, bien sûr... Je pense qu'on reste dans des milieux qui vont déjà lire ou voilà, etc. Et encore, en fait, parce que moi, j'ai aussi beaucoup de femmes qui me disent que elles ont arrêté de parler avec leur conjoint parce qu'elles s'engueulaient. Et du coup, maintenant, avant de discuter, elles écoutent le podcast. Donc, quelqu'un qui n'aurait jamais écouté, ou leur pote qui n'aurait pas écouté, en fait, parce que féministe, ça fait chier et tout. Et là, ils écoutent. Donc là, par exemple, typiquement, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais écouté et qui n'est pas féministe et qui n'est pas intéressé, qui est même contre, en fait. Et ils écoutent et après, il y a une base de discussion à partir de là. Donc là, franchement, sur le truc d'entre-soi ou féministe ou d'entre-soi, même, je dirais, de classe, parce qu'en fait, là, j'ai déménagé dans le Nord, etc. Bon, encore une fois, on ne va pas se mentir, c'est quand même une... Mais les gens qui écoutent, c'est vraiment... Il y a aussi une petite classe moyenne. J'ai eu des messages d'assistantes sociales qui font beaucoup de routes parce que, et qui écoutent. Du coup, elles sont 30 là, elles écoutent dans la voiture, etc. Et je pense que le féminisme, du coup, vient casser les barrières aussi de classe. Je pense qu'il y a un truc, elles se rejoignent sur le féminin, en fait. Enfin, puis, comme ça leur parle en termes d'expérience, etc. Donc, je pense, vraiment, l'entre-soi féministe, je pense qu'on l'a vraiment dépassé, ça c'est sûr, je le sais. Après, voilà, c'est la question de... Et je me pose des questions, du coup, il y a peut-être d'autres formes à inventer ou à prolonger pour que ce soit des formes, je sais pas, plus courtes ou... pour rendre encore plus accessible. Oui, voilà, c'est ça, ou... Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas aussi condescendant de se dire c'est trop élitiste, en fait. Parce qu'en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est un peu le discours que portent aussi les gens qui vont faire des documentaires un peu grand public, parce qu'en fait, les gens sont pas capables de... moi, je pense quand même que n'importe qui, s'il commence à écouter Zineb lui raconter son parcours de vie, je pense pas que c'est si... je dis peut-être élitiste, c'est dans l'engagement d'écoute peut-être d'1 heure, les gens, c'est peut-être pas ça leur truc, mais
je me dis c'est pas inaccessible non plus en Ouais. fait. Enfin, j'ai l'impression. Après, peut-être que je me voile la face, je ne sais pas. Et alors, il y a du boulot sur le podcast, et puis il y a du boulot aussi sur le livre, parce que vous l'avez dit, il y a un livre, un podcast à soi qui sort bientôt. Les émissions que vous avez faites pour France Culture ont donné lieu à un livre. Alors, il y a toujours cette question, mais est-ce que le podcast, ça suffit pas? Vous en avez déjà parlé, vous avez donné des éléments de réponse, mais très concrètement, ce livre, à quoi est-ce qu'il va ressembler? Comment vous êtes en train de le concevoir? À quoi est-ce qu'il va ressembler? Est-ce que ça va être une transcription? Est-ce que vous allez ajouter des choses? Est-ce qu'il y aura des notes? Est-ce qu'il y aura... Bon, pour te dire, il y a 2 livres de co-préparation. Il y en a un qui sera beaucoup plus personnel. Ça sera vraiment... Maintenant, j'arrive à mettre des mots là-dessus. C'est, on va dire, une relecture féministe de mon parcours avec plein de... Il ne s'agit pas de faire une biographie. Je veux dire. Je pense pour que ça puisse porter aussi, donner envie à... Je pense que c'est ça qu'on fasse toutes, en fait. C'est relire notre parcours de manière féministe et ça ouvre tellement de portes et tout ça. Donc ça, c'est ça qui était au départ et qui est en train de se faire. Et puis après, en discutant aussi avec mon éditrice, elle disait qu'elle serait intéressée par une retranscription. Et au début, moi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Enfin là, en plus, il y a beaucoup de livres qui sortent comme ça où on fait la retranscription du podcast. Les nouvelles écoutes. Je dis... Pourquoi pas en fait, mais je pense quand même, et du coup en discutant aussi autour de moi, c'est que ça peut toucher aussi un autre public, je pense, pour le coup, j'espère. Et encore une fois, en le travaillant, il y a quelque chose de très beau aussi qui s'inscrit en fait, alors que c'est même, ça me dépasse en fait, je sais pas, il y a des choses qui m'émeuvent beaucoup dans le passage de l'écrit de l'oral à l'écrit en fait. Et du coup là, ce que je fais, c'est un travail ça va vraiment être de la retranscription, mais de réduire, de rythme. Je vais pas rajouter des analyses. Enfin, en fait, il y a tellement de choses déjà. Il y aura une introduction bien sûr, et puis Ça je vais veut dire expliquer qu'on aussi. ça veut dire qu'on reste sur les témoignages? Ouais, ça va être les témoignages, les chercheurs. En fait, voilà, ce patchwork, en fait, il va. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est beau à l'écrit, en fait, ce truc de tressage. Il y a un autre rythme. Bon, je l'allège, je peux pas tout garder, et du coup, il y a un autre rythme qui apparaît. Il y aura des textes aussi, mais moins. Et ça aussi, il y a beaucoup de gens qui me disent les textes, ils m'ont tellement marqué. Je trouve que c'est beau aussi de pouvoir se dire, là, il y a ce texte-là, on peut venir piocher, y revenir, voilà. Et donc, voilà, c'est en construction. Je peux pas trop en dire plus parce que voilà, mais ça sera vraiment oui, c'est quand même de la retranscription. Hein. Il y a pas quelque chose. Après, le livre plus personnel, ça sera un peu plus tard. Mais... Et il y aura, alors si on parle du livre, un podcast à soi, il y aura tous les épisodes ou est-ce que vous allez vous avez dû faire un choix? Pour l'instant, tout y est. Impossible de choisir. On s'est beaucoup posé la question. On s'est dit est-ce qu'on thématise, est-ce que on croise des choses, etc. Est-ce qu'on déconstruit tout et puis on met. Et en fait, on s'est dit mais non en fait. Je me suis rendu compte aussi qu'il y avait il y a une progression en fait au fil des années aussi. C'est pas rien qu'on commence avec la grossophobie, et puis en fait là c'est l'inceste maintenant, et puis donc du coup je trouve que c'est beau aussi la progression. Et ils ont dit en fait vraiment les chapitres par livre. Et là on commence à travailler dessus. Je trouve que ça, enfin j'espère, j'ai l'impression que je trouve ça fonctionne quoi, parce qu'il y a on se laisse porter, on peut venir piocher, parce que du coup, comme il y a des témoignages, les chercheuses, les textes, il y a un truc aussi quand même de... voilà, en fait, on aimerait que ça soit un beau livre, en fait, enfin un livre, un objet. D'accord. Voilà, on voudrait que ce soit un objet aussi par le rythme, même visuellement, etc. Et je pense que c'est ça qui va, quand on dit pourquoi les podcasts, je pense que c'est ça qui va pouvoir apporter autre chose, en fait, et peut-être amener des gens qui sont peut-être pas justement sur le son à avoir ça dans les mains, quoi. Peut-être un autre public. Enfin, voilà, en tout cas, c'est ce que voulait faire l'éditrice. Vous avez parlé de ce qu'on gagne, de ce qu'on peut gagner du fait de passer de l'oral à l'écrit, donc effectivement un autre public, une ouverture à d'autres profils. Et aussi, vous avez parlé de cette action de fixer et d'ancrer la parole. Est-ce qu'il y a des choses qu'on perd? Est-ce que vous avez de petits peut-être pas des regrets parce que vous avez fait les deux, mais est-ce que vous voyez des petites choses qui se perdent peut-être? Justement, moi je pensais perdre plutôt que gagner, donc souvent c'est ça, je suis assez... Bon après je me dis, je sais pas moi, parce que quand j'écris, je les vois en tête, j'ai les rythmes et tout ça. D'ailleurs c'est assez beau parce que je me replonge dans les moments aussi d'enregistrement, ça me touche vachement en fait de faire ce travail-là. Parce que ça me permet aussi de revoir tout le processus, les réflexions que j'ai eues, les rencontres qui sont toujours très très fortes. Et du coup, je pensais perdre en émotion en fait. Je pensais perdre le grain de la voix, les silences, les façons de prononcer telle phrase. En fait, ça pour moi, c'est énorme de perdre ça. En fait, justement, des fois, je suis un peu sceptique. Même les féminismes monde arabe, je me disais bon...
Et en fait, je crois ce truc de fixation, il remplace en fait. C'est autre chose, quoi. Je pense qu'il y a vraiment. Donc finalement, j'ai pas l'impression de perdre, j'ai l'impression de gagner. Ou en tout cas, c'est pas gagner ou perdre, c'est autre chose en fait qui apparaît. Mais ça, c'est ce que je ressens moi. J'attends d'avoir les réactions parce que voilà, encore une fois, moi, je suis tellement plongée dedans que j'ai pas vraiment de recul. En tout cas, nous, on a très hâte d'avoir le livre entre les mains parce qu'évidemment, on est très très livre chez Friction et du coup, on arrive, je crois, à la fin de cette émission, Alexia. Je le rappelle, la 4e saison d'un podcast à soi, c'est à retrouver sur toutes les plateformes et sur le site d'Arte Radio. Bon, je pense que ça se passe de publicité, mais pour ceux qui n'auraient pas encore écouté, foncez pour cette 4e saison. Merci Charlotte d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. C'était vraiment top. Merci Alexia d'avoir co-animé cette émission avec moi. C'était un plaisir. Et à retrouver aussi Joyeux Bazar, pareil, sur toutes les plateformes, les 2 saisons. Et je remercie également Maëlys et Riette qui ont aidé à la conception de cette émission. Et La Fabrique, donc c'est une émission retrouvée sur toutes vos plateformes de streaming et sur friction.co. Merci à tous et rendez-vous au prochain épisode.